De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de Gaspard Hubert Lonzikoko, analyste politique, Thierno Hamidou Baldé, membre de la cellule de communication de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, Jean-Marie Bitomo, éditorialiste d'Africa 24, et on passe tout de suite à notre grand angle. Les célébrations ce 2 octobre des 60 ans de l'indépendance guinéenne. La Guinée, premier pays d'Afrique subsaharienne à avoir obtenu son indépendance de la France. Sur place, ce mardi, ce furent des célébrations en grande pompe alors que le climat qui prévaut au sein de la population est un climat de contestation politique et sociale. Plusieurs chefs d'État étrangers ont fait le déplacement pour cette fête de l'indépendance. Du côté de la présidence guinéenne, l'heure était au bilan que le chef de l'État, Alpha Condé, a jugé très positif. Ange Bijounomenyo. Premier pays indépendant d'Afrique subsaharienne, la Guinée a célébré mardi 2 octobre 2018 ses 60 ans de souveraineté internationale. Depuis quelques années, le pays tente d'accélérer les chantiers de son développement. Mais encore, faut-il faire face à certaines divergences? Les contestations deviennent quasi récurrentes. Il ne faudrait pas que la logique des arrangements politiques, souvent prônés par certains acteurs de la vie nationale, se substitue aux lois. Certes, le dialogue et la concertation sur certains sujets d'intérêt nationaux sont nécessaires, mais dans le même temps, chaque acteur politique doit se conformer aux textes prévus dans nos dispositifs juridiques que nous avons votés ensemble. Dans son discours marquant la célébration des 60 années d'indépendance de son pays, le président Alpha Condé a estimé que la Guinée figure désormais parmi les pays engagés résolument sur la voie de l'émergence. Sans doute des efforts sont à faire pour réussir ce pari. Selon les institutions financières, la croissance du produit intérieur brut pour 2017, estimée à 10%, devrait retomber à 6% en 2018. Sur le plan économique, je pense que le bilan il est plutôt mitigé. Parce que autant on peut reconnaître avec lui que sur le plan de l'énergie, il y a quand même des acquis. Il réussit à faire reprendre au pays une certaine croissance économique. Cependant, c'est que c'est une croissance essentiellement supportée par le secteur minier et qui, par conséquent, n'impacte pas la vie des citoyens au quotidien. Malgré la richesse du sous-sol, notamment bauxite, or, diamants et minerais de fer, la majeure partie de la population vit encore sous le seuil de pauvreté selon les Nations Unies. La Guinée figure désormais parmi les pays engagés résolument sur la voie de l'émergence. Les mots du président Alpha Condé, Thierno Hamidou Baldé, l'émergence signifiant que des mutations socio-économiques profondes ont été entreprises. Sur le plan de l'économie, vous, quel bilan vous faites du côté de l'UFDG? Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République? Bon, nous sommes de l'opposition, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui est menée. Deuxièmement, c'est-à-dire ce discours-là, comme il était en face de la nation, donc du coup, c'est un discours purement politique. Et c'est peut-être pour tromper ceux qui ne sont pas des Guinéens, parce que la réalité économique de la Guinée et le bas peuple ne connaît pas véritablement ce qu'on appelle émergence. Et je pense que c'est un vain mot, parce que dans la réalité, cela n'existe pas. Donc, du coup, par rapport au bilan de M. Alpha Condé, ce qu'on peut parler, c'est-à-dire dans la question principalement économique, qu'on peut dire très rapidement, c'est que M. Alpha Condé n'a pas véritablement un projet de société. Alpha Condé, c'est un monsieur socialiste qui vient dans un pays avec de grandes difficultés et qui n'a véritablement, il dit qu'il ne connaît pas la Guinée et qu'il ne connaît pas les cadres guinéens. Donc, du coup, il n'avait pas de projet véritable pour aider la Guinée, à plus forte raison de créer des bases et enfin parler notamment d'émergence. Donc sur la question économique, il a préféré notamment la facilité, c'est-à-dire les questions minières. Il a commencé notamment par faire des pressions au niveau de certaines compagnies minières pour soutirer de l'argent, comme Rio Tinto, 700 millions de dollars, où jusqu'à présent, on n'a pas mis une trace notamment de ce montant sur le budget national. Donc il a commencé par cette question minière. Il est rentré en négociation aujourd'hui avec des sociétés minières chinoises. Aujourd'hui, il tend vers, il se glorifie d'un bilan de près de 100 millions de tonnes de bauxite exportées par an, qui n'est pas transformé en République de Guinée. Et la croissance, notamment, c'est la relation avec la croissance. Vous entendez la croissance 7%, 10%. Mais aujourd'hui, pour les véritables indicateurs, ce n'est pas sur la croissance.
on regarde surtout sur l'IDH, c'est-à-dire l'indice de développement humain. Oui, c'est le paramètre qui vérifie éducation, santé et conditions de vie des populations. Alors, on parle d'une croissance pour ce qui est de la Guinée pour l'année 2017 de 10%, une croissance donc assez forte, mais que la majorité des Guinéens ne profitent pas. Gaspard Hubert Lonzi-Coco. On sait que la moitié de la population vit toujours en dessous du seuil de pauvreté. Effectivement, donc j'abonde dans le sens de mon prédécesseur. On nous parle toujours de croissance en Afrique, mais quand on regarde le pouvoir d'achat de nos frères et sœurs, c'est catastrophique. Par rapport à la scolarité, c'est pareil, et la santé. Et moi, je pense que nous devons penser à une autre façon de gérer nos pays. Parce que quand on exporte des choses, comment les pays comme la Chine et le Japon, qui a été détruit par les États-Unis, ont pu se développer? C'est par rapport, je ne préconise pas que l'Afrique s'enferme dans les solipsismes, mais dans les rapports avec les autres, nous devons avoir à l'esprit les transferts de techniques et de technologies. Nous devons avoir à l'esprit notre propre développement selon notre propre conception, l'image que nous voulons de l'Afrique. Or, aujourd'hui, on nous parle croissance, croissance, mais on se rend compte que nos chefs d'État, nos dirigeants s'enrichissent davantage et les populations s'appauvrissent davantage. C'est honteux, et il va falloir que les sociétés civiles africaines puissent œuvrer pour que l'enrichissement des uns des autres au détriment des populations soit reconnu comme crime contre l'humanité. Parce que nous faisons mourir nos frères et sœurs. Donc un problème d'inclusivité, Jean-Marie Bitomo, surtout pour ce qui est de la Guinée, on parle quand même d'une croissance de 10%. Oui, la croissance, bon, qu'est-ce que je peux rajouter de plus à Zahra par rapport à ce que mes camarades viennent de dire sur le plateau? Toutes nos croissances africaines sont assises sur quoi? Sur l'exportation de nos matières premières à l'extérieur. Même quand les recettes d'exportation sont là, qu'est-ce que nous en faisons, nous les Africains? J'abonderai avec mon collègue d'en face qui vient de parler là tout à l'heure. Qu'est-ce que nous faisons de ces recettes-là? Est-ce que vous avez, c'est-à-dire en Afrique, des chefs d'État qui pensent à l'avenir, à la construction, si vous voulez, d'une nation, parce que ce sont des étapes par lesquelles nous devons passer en Afrique pour construire, c'est-à-dire nos nations. Nous n'avons pas d'État-nation en Afrique, nous le savons très bien, c'est-à-dire la colonisation est passée par là, elle a complètement foutu l'Afrique en l'air, c'est-à-dire à son profit. Et aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique fait du surplace. Comment ? C'est-à-dire c'est une aberration, si vous voulez, au niveau mondial. L'Afrique est le réservoir des matières premières du monde. Elle se retrouve aujourd'hui, les pays dans lesquels vous avez le plus de pauvres, le continent, pardon, dans lequel vous avez le plus de pauvres. Et tout à l'heure, là, il a parlé, si vous voulez, des matières premières. On a vu le discours du président. Vous vous imaginez aujourd'hui que un pays comme la Guinée détient les 2/3 de la bauxite mondiale. Et il me souvient que dans une intervention du président Condé, lui-même, il a dit que la Guinée ne reçoit, comment dirais-je, que les miettes de ces matières premières. Mais qu'est-ce qui les empêche de mettre en place des stratégies économiques qui font en sorte qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme cela? Ce sont des situations qui sont connues. Et vous posez un diagnostic, maintenant il faut apporter le remède adéquat par rapport au diagnostic posé. Quand on a dit que nous, par exemple, au sein de l'opposition, on pense que notamment l'avenir de la Guinée ne se repose pas simplement sur la question minière. C'est-à-dire que la question minière peut être un atout dans le seul cas où les mines sont transformées sur place. Mais l'exportation, notamment des matières premières, c'est une faute politique et c'est notamment une facilité d'avoir quelques miettes pour tromper la population et ne pas véritablement parler de réformes structurelles. Donc nous, c'est la diversification de l'économie. Surtout aspect agriculture. Si vous prenez le président Condé aujourd'hui, l'aspect de l'agriculture, c'est des 20 mots, c'est des explications des mots, mais en réalité, il n'y en a absolument rien. Vous prenez un investissement sur l'agriculture où ça ne vaut même pas, l'État ne finance pas près de 10 millions de dollars toute l'agriculture guinéenne d'une population de près de 12 millions d'habitants. C'est impossible, avec notamment des aspects, notamment production, transformation et commercialisation, tout cela, investissement, ça ne vaut pas 10 millions de dollars. Alors que même le financement extérieur, c'est-à-dire les bailleurs de fonds qui aident la Guinée, financent plus l'agriculture guinéenne que l'État guinéen. Et vous avez notamment un budget de fonctionnement au niveau du ministère de l'Agriculture qui dépasse le budget d'investissement. C'est impossible. Avec ça, Alpha Condé ne peut jamais répondre aux grands enjeux de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une croissance
de la population, donc des gens, et notamment des bouches à nourrir, et par rapport notamment à la croissance de la population, l'agriculture, elle ne croît pas rapidement. Il n'y a pas véritablement d'amélioration de la production. Pour ce qui est de la transformation, c'est comme la question minière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transformation, absolument pas. L'un des denrées que l'Afrique utilise, c'est le riz. La Guinée est un pays qui est riche. Il y a de l'eau, il y a la terre, et le climat, il est favorable. Entièrement, que ce soit notamment de l'air, la qualité de l'air ou c'est les rayons solaires, la Guinée est favorable à la culture du riz. Mais même ça, aujourd'hui, la Guinée importe près de 600 000 tonnes de riz par an. 600 000 tonnes, et puis c'est du riz de mauvaise qualité, qu'on ne mange pas ailleurs, et qu'on paye cher. Et cet argent-là va où? En Chine, en Inde, au Pakistan, et ce sont ces pays-là qui continuent notamment de créer de la main-d'œuvre là-bas. Et la Guinée, Alpha Condé a choisi notamment une politique de dire aujourd'hui qu'il ne taxe pas l'importation du riz, afin notamment de baisser le coût et de faire croire que c'est la politique, mais malheureusement, c'est la Guinée qui perd de l'argent, énormément. Alors, parce qu'il n'a pas véritablement de projet. Alors, outre le climat économique difficile que vous décrivez, le climat politique a également pesé sur cet anniversaire de l'indépendance, notamment la destitution par les conseillers de la Cour constitutionnelle de leur président Khalifa Sall. Alors, un 60e anniversaire dans un climat politique donc extrêmement tendu, Thierno Hamidou Baldé. Oui, la situation politique de la Guinée n'a jamais été calme depuis l'arrivée de M. Alpha Condé au pouvoir. Je pense que c'est un intellectuel, soi-disant intellectuel, qui a vécu en France, notamment qui a profité de la liberté de l'état de droit en France, mais qui est rentré dans son pays, qui a trahi la nation. Il a trahi véritablement la nation guinéenne parce qu'il n'a pas pu instaurer un véritable état de droit, et surtout sur la question politique et sociale. Aujourd'hui, comme vous le constatez, on a fait des élections locales, les dernières élections locales. Jusqu'à présent, depuis février, les conseillers communaux ne sont pas installés parce que le président de la République n'est pas soucié du développement local. Il n'a pas de projet, ce n'est pas véritablement son problème. Et qu'est-ce qu'on nous sert en ce moment? Désormais, c'est l'ambition exagérée du président de la République de continuer son mandat, c'est-à-dire de faire un troisième mandat. Et pour cela, l'une des institutions qui était calme, c'était la Cour constitutionnelle. Et désormais, il faut perturber la Cour constitutionnelle, mettre au niveau de la Cour constitutionnelle son envoyé spécial, qui est M. Bangoura. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle, et puis une décision, ce qu'on n'a jamais entendu en termes juridiques, c'est une motion notamment de défiance dans une institution judiciaire. Comme si on était au Parlement, des personnes se retrouvent et disent notamment qu'on ne veut plus d'une personne qui est élue pour 9 ans non renouvelable et inamovible. Gaspard Hubert Lonzi-Coco. C'est ça le problème qui se pose quand nous avons dans nos pays, au sommet de nos pays, des hommes, des femmes organes qui se permettent tout. Mais ils oublient une chose, qui est dans notre malheur, nous avons une chance extraordinaire pour l'avenir puisque l'Afrique, c'est un grand chantier de demain. Et ce siècle doit normalement être le nôtre. Et si nous ne comptons que sur l'extérieur pour pouvoir nous développer, nous resterons pauvres toute notre vie. Je n'ai jamais vu, même en Afrique, un village vouloir le bonheur de notre village, sauf s'il y va de son propre intérêt aussi. Et dans ce cas, il compose. Donc, nous devons développer, peut-être on en parlera dans le troisième volet sur le chômage, nous devons développer des stratégies, des techniques entre Africains sans pouvoir exclure les autres puisque techniquement et technologiquement nous ne sommes pas à la hauteur, mais que le fait que nous ayons les marchés du siècle puisse nous permettre de se servir de la technique des autres à notre avantage aussi par rapport en contrepartie des marchés qu'il peut y avoir. Je crois que c'est une vraie question de volonté politique. Ce n'est pas en démettant les responsables d'une institution judiciaire parce qu'il est pour il contribue à la séparation du pouvoir pour pouvoir vous maintenir au pouvoir que nous allons avancer. C'est encore le Moyen-Âge et puis c'est honteux que aujourd'hui, plusieurs années après les indépendances, l'Afrique reste toujours la même qu'en 1958, quoi. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous. Vous avez parlé d'un mot là qui est important, c'est la notion de volonté politique.
La volonté politique n'y est pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'en Afrique, nous n'avons pas les technologies, nous n'avons pas les techniques. C'est une question de stratégie ambitieuse à mettre en place. Nous les avons pas. Pourquoi? Parce qu'il manque la volonté politique dont vous parlez. L'Afrique, si vous voulez, a des ressources humaines, c'est-à-dire les plus intéressantes dans le monde entier. Les Africains, c'est-à-dire excellent dans le monde entier, dans énormément de domaines. Mais comment se fait-il que dans nos États en Afrique, personne ne prend conscience qu'on regarde... On réfléchit toujours, on raisonne toujours sur le court terme. On ne regarde jamais, la gestion des affaires ne se fait jamais sur le long terme. On parle de l'agriculture là tout à l'heure. Il faut partir de l'éducation. Que disait Mandela? Mandela disait qu'un être ignorant, si vous voulez, est un être qui ne peut pas progresser en tant que tel. Donc, on commence par le secteur de l'éducation et ces technologies-là, les Africains sont capables de les créer. Nous avons énormément d'Africains qui ont créé le téléphone portable que nous avons aujourd'hui. C'est un Congolais qui l'a mis au point avant que Apple ne le développe aux États-Unis. Et ça, personne ne le sait. Tout simplement pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est quoi? C'est l'afro-pessimisme ambiant et permanent. Alors, il faut que nos dirigeants prennent des responsabilités et de mettre en place des stratégies ambitieuses pour que nous en... Mais il n'y a rien de contradictoire par rapport à ça. Vous voulez rajouter quelque chose sur la Guinée? Comme c'est le cas de la Guinée, notamment dans l'interview qu'on a vu le président s'adressant à la nation, il parle du respect de la loi. Et je trouve dommage qu'un homme comme ça, en manque de sincérité, vienne devant son peuple pour dire respectons la loi, alors que lui, il est assis sur une violation de la loi. C'est-à-dire que le président de la République aujourd'hui qu'on a, mais il n'a pas pu terminer la transition depuis 2010. Cette transition devrait être terminée par des élections locales qui sont là, en cours, et qui ne sont pas finies. Ça fait 8 mois, organisées depuis 2005. La Guinée n'avait pas de conseils communaux légaux. Donc, du coup, depuis 2010, ça fait 8 ans sans conseils communaux légaux. Et aujourd'hui, vous avez un président de la République qui vient devant la nation qui dit « respectez la loi ». Je vais rappeler que le Conseil constitutionnel de la Guinée a rendu 2 jugements récemment. C'est un député, notamment M. Cheikh Touré, qui est notamment député élu sur la liste, notamment de l'IFR. La Cour constitutionnelle a estimé qu'on a privé à ces Guinéens le droit d'aller s'installer au niveau du Parlement parce que le titulaire a démissionné pour aller dans le mangeoire, c'est-à-dire au niveau de l'État. On l'a refusé, le président de la République est là, la décision de la Cour constitutionnelle est sortie et il est incapable de faire appliquer cette loi en tant qu'après avoir juré, de faire respecter la loi. Deuxièmement, c'est notamment la Haute Cour de la justice. Alors c'est ce qui est plus extraordinaire. On a un président de la République aujourd'hui à qui on ne peut pas dire un mot. C'est-à-dire que lui, il est hors de la justice. Parce qu'il n'y a pas notamment la Haute Cour de la justice. Et il l'a fait depuis 2010. Jusqu'à présent, il n'y a pas une juridiction qui peut juger le président. C'est en Guinée seulement qu'on voit un président qui a vécu en France, qui a étudié soi-disant en France, qui a fait le droit en France, il s'est dit professeur. Et dans son propre pays, il trahit son pays et n'est pas maître des institutions fortes. Aujourd'hui, on n'a pas une haute cour de la justice, le Premier ministre de la Guinée. Parce que ce n'est pas en Guinée, en Belgique, il est condamné pour corruption. La ministre de l'Agriculture, qui occupe un domaine extraordinaire, elle est condamnée pour corruption après avoir détourné au niveau de l'État guinéen 5 millions de dollars, 5 millions d'euros. Notamment, cette dame faisait en sorte qu'elle vendait moins cher le produit, les matières premières guinéennes, et que notamment la différence soit versée sur ses comptes. La justice belge l'a condamnée, elle est toujours en fonction. On a un État aujourd'hui en Guinée, un État d'impunité, ou même un crime contre l'humanité, qu'on connaît tous. Des Guinéens ont été tués, notamment au 28 septembre, plus de 157 Guinéens qualifiés de crime contre l'humanité. Jusqu'à présent, aucune avancée sur le dossier. La corruption, aujourd'hui, donc sans haute cour de justice, le président, lui, il est exclu, ses ministres sont exclus, et la justice, c'est pour les pauvres et l'opposition. S'il s'agit de pauvres et de l'opposition, la justice, elle est là à 2 vitesses. Elle accélère vite les dossiers, elle condamne l'opposition. Aujourd'hui, on a une centaine d'opposants qui sont enfermés en Guinée, simplement à cause de quoi? Parce qu'ils ont manifesté pour réclamer les véritables résultats des élections locales. C'est quand même extraordinaire. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants.